Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Que peut-on savoir d'un homme qui est né il y a 250 ans? Froidement, le chercheur établira une méthodologie pour aboutir à un certain nombre de données dont le caractère objectif satisfera son exigence scientifique. Il écartera donc les éléments jugés trop subjectifs, ou retiendra un seuil de pertinence lui permettant de retenir une information comme viable. Disons, 3 témoignages de contemporains seront nécessaires pour considérer que le thème qui s'y trouve répété atteigne un seuil de pertinence. S'il veut obtenir le maximum d'éléments dans sa recherche, il abaissera le seuil à 2 témoignages. Si au contraire il vise l'objectivité qu'il tient pour optimale pour donner un cachet de scientificité à son travail, il l'élèvera à 4 voire 5. Plus son exigence de chercheur scientifique sera élevée, moins il obtiendra d'éléments intéressants, ceux-là même qui pourraient faire bonne presse à l'ouvrage qu'il envisage d'écrire. Le but du chercheur scientifique, en pareille démarche, sera d'asseoir la validité de son plan de recherche. C'est cela avant tout, sinon uniquement, qui est devenu aujourd'hui le critère de la recherche, fût-elle à concerner un autre. Entendez un sujet parlant. Son objet compte moins que la méthode employée. On discutera, on critiquera par exemple le seuil choisi par le chercheur. 3 témoignages gardent bel et bien une empreinte subjective, n'est-ce pas? Quelles sont les autres sources d'informations qui permettent de les confirmer? Dans cette quête aveugle d'objectivité, poussée à son ultime extrémité, le chercheur, pour être sûr de contrecarrer toute critique sur son travail, finira logiquement par évoquer 2 ou 3 banalités qu'il est possible de trouver dans n'importe quel dictionnaire grand public. Il était musicien, à preuve les œuvres Q'. Il a composé. Il est né en Allemagne le 15 ou le 16 décembre 1770, à preuve son certificat de baptême, et il est mort à Vienne le 26 mars 1827. Ce sera à peu près tout. Peut-être n'oubliera-t-il pas à un moment de son travail, de mentionner de qui il s'agissait. Son nom est Ludwig van Beethoven. Ce parti pris de chercheur qui, à réduire les choses à du pur informatif, mène à des informations banales et tue la recherche autant que le chercheur puisqu'au final tout est déjà là, sans le moindre risque de rencontrer l'inattendu. La question de départ était, que peut-on savoir? L'analyste, ce sempiternel empêcheur de tourner en rond, la remplacera par celle-ci, que veut-on savoir? Il convoquera, autrement dit, le chercheur là où il avait peut-être quelque chose à dire de plus qu'une simple recherche répondant aux critères obsessionnels de la science contemporaine. Parce que ce que ce chercheur oublie bel et bien, ou veut oublier, n'est autre que ce qui s'inscrit sur les seules coordonnées d'un désir qui se donne pour objet cet homme-là, né il y a 250 ans, et pas un autre. Et c'est là, véritablement que tout commence enfin. L'acte d'écriture, qu'il soutienne une recherche ou n'importe quel autre texte, se soutient d'un dit autant que d'un dire qui le dépasse. Le dit n'est autre que l'énoncé, c'est-à-dire le contenu manifeste résultant de son acte d'écriture. Le dire qui le sous-tend l'excède en même temps pour révéler en acte un engagement subjectif que je mets au défi quiconque d'en contester l'occurrence. La simple proximité physique avec un grand homme ne saurait justifier le désir d'écrire sur lui. Tous les contemporains de Beethoven, que je sache, n'ont pas entamé sa biographie ou laissé trace de tel ou tel témoignage. Ceux qui se sont lancés dans cet acte d'écriture ont révélé, au-delà de simples informations le concernant, 2 choses qui les regardaient intimement. Ils ont révélé d'une part un lien particulier avec ce grand homme, mais aussi la volonté que ce lien soit connu, voire reconnu par d'autres, à savoir les lecteurs potentiels de leur écrit. Là, évidemment, peuvent apparaître toutes sortes d'abus allant de la destruction de documents compromettants. Je pense à Schindler, le secrétaire de Beethoven quelque temps qui détruisit bon nombre de ses cahiers de conversation, à la déformation, voire l'invention de faits dont le vraisemblable reste le seul critère de validité, minimaliste, historique. À de tels excès, la méthodologie étriquée des chercheurs à prétention scientifique a voulu répondre. Quitte à ne plus rien dire du tout, il s'agissait de répondre à ceux qui disent n'importe quoi. Mais leur intention de chercheur va beaucoup plus loin. Pourquoi un chercheur féru de scientificité s'enquiquinerait-il à réaliser une recherche sur un personnage, aussi célèbre soit-il? Par passion pour ce dernier? Si tel était le cas, il renoncerait aussitôt à ces méthodes qui aboutissent forcément à de simples informations qu'on trouve dans n'importe quel dictionnaire.
Le personnage célèbre est ici pur prétexte, et cela est criant dans le cas de Beethoven. Le motif premier de telle recherche est en effet de déconstruire une représentation idéalisée de ce personnage, dans le but de rétablir ce qui est tenu pour vérité, ici gravement confondu avec le savoir. De Beethoven, s'il s'agit de lui, il ne sera question que dans la mesure où il a fait l'objet d'une telle idéalisation qui est synonyme, pour la recherche académique, d'illusion et de tromperie. C'est un signe dramatique du contemporain de réduire l'autre à une représentation. Et cela se vérifie dans la plus quotidienne pratique clinique. Le patient n'est pris en charge, par exemple, que pour ce qu'il a ou ce qu'il est. Il est schizophrène, il a un cancer. Tout ce qui irait au-delà de ce savoir objectif, fondé sur de simples signes, devient forcément suspect, jusqu'à sa parole soutenant une plainte. L'officialité scientifique est férue d'objectivité. En aucun cas la subjectivité, celle de l'autre et avant tout celle du chercheur lui-même, ne peut alors avoir de place. Parler d'un autre, c'est parler forcément de soi, fût-ce dans le désir d'en dire quelque chose. Pour éviter cela, il convient de rester sur des coordonnées de stricte objectivité, et donc de limiter son abord à de simples informations pour lesquelles le doute n'a pas lieu d'être. C'est contre cette démarche, plus scientiste que scientifique du reste, que le présent travail détient sa raison d'être première. Je revendique en effet haut et fort, devant tout scientiste, la passion que j'entretiens pour Beethoven, sa musique et l'homme. Et j'accuse tous les chercheurs scientistes de faire taire ce qui peut se dire au-delà de ce qui est. Et un homme tel que Beethoven, qu'on le veuille ou non, ne saurait être réduit à je ne sais quels signes qui font l'objet d'insipides informations générales. Il a bien fallu qu'il me parle, comme on dit que sa musique me parle, ou tel aspect me regarde, pour m'inciter à dire quelque chose à son propos. L'oublier, c'est ne plus savoir de quoi ou de qui on parle. Un grave malentendu loge au cœur de l'historien ou du biographe qui vise l'objectivité, malentendu qui concerne le sens premier du mot histoire. L'histoire d'un homme ne peut se réduire aux faits objectifs qui ont parsemé une trajectoire individuelle de pure chronologie. Il suffit d'entendre une fois dans sa vie un patient parler de sa propre histoire, pour prendre la mesure de la bévue qui se présente ici. On ne peut parler d'histoire qu'à partir de la parole soutenue d'un homme qui parle et en tisse le contenu à l'adresse d'un autre. Parce que nous sommes des êtres parlants, jamais une succession de faits ne fera histoire, ou alors, il faudrait admettre que le poisson rouge en a également une. L'histoire n'est pas ce qui relève d'un passé dépassé. Elle est ce que je construis, de ce qui a été et n'est plus, au moment où je parle à un autre qui en entendra forcément autre chose. L'histoire est donc foncièrement devant soi, jamais derrière. Parce que je ne peux parler qu'au présent et forcément à l'adresse d'un autre, fût-ce à moi-même dans quelque dialogue intérieur. Ce point de départ est essentiel. Il rappelle en effet qu'en aucun cas il n'est possible de tenir un fait du passé, auquel certains réduisent la vie d'un homme illustre, en dehors du langage. Il ne s'agit pas ici de pointer pour le déplorer, les inévitables traces d'une subjectivité qui resterait dans n'importe quelle recherche qui oserait prétendre atteindre la vérité à travers ou grâce aux faits. L'enjeu est beaucoup plus important. Il s'agit de rappeler, dans l'entreprise biographique et plus largement dans n'importe quelle recherche qui concerne un autre, qu'on ne peut faire qu'hypocritement l'économie d'une parole, c'est-à-dire d'une position subjective qui ne peut pas ne pas fournir quelque savoir sur celui qui la soutient. Parler de Beethoven, je le répète, c'est donc aussi parler de soi. Autant dire qu'un savoir plein à son endroit relève d'un leurre aussi puissant que l'idéalisation dont il était question plus haut. À une nuance près toutefois, et elle est de taille. Entre les deux types d'illusions, celle de l'idéalisation qui crée de toute pièce une image, un portrait, en lieu et place d'un homme, et celle du scientisme qui ne retiendra que ce qui satisfait aux conditions de sa méthode, seule la deuxième pourra avoir quelque accréditation officielle. Faire de Beethoven un mythe est un leurre inoffensif. Le réduire à quelque savoir plein, scientifiquement éprouvé, sera tenu comme la voie forcément correcte, quitte à ce que l'homme qu'il a été soit réduit à quelques menues informations ou à quelques portraits contre-idéalisés. Il devient alors un quelconque, un simple personnage comme tant d'autres, à l'image plus inquiétante de ces malades dans un établissement qui sont réduits aux signes cliniques consignés dans un cahier de liaison. C'est un trait dont on a pu constater l'effet désastreux à l'échelle planétaire que de réduire l'autre aux signes objectifs, qu'ils soient de forme jaune étoilée ou autre.
Comportant, comme son titre l'indique, 250 anecdotes, on pourrait croire à première vue que le présent ouvrage choisit délibérément son camp, en faisant sien cet impossible du savoir sans passer par le média du témoignage subjectif des proches de Beethoven, en choisissant donc de présenter un certain nombre de facettes originales le concernant. Ces facettes révéleraient simplement, outre les représentations classiques de factures idéalisées, certains aspects qui l'enrichiraient, la relativiseraient voire la contrediraient. En vérité, qu'on apprenne que Beethoven adorait les truites du Danube ou qu'il lui arrivait d'écrire certains thèmes musicaux sur la porte de son cabinet, n'apporte pas grand-chose à la compréhension de son génie. Et pourtant, par effet de contraste, de telles anecdotes ne sont pas sans mettre paradoxalement en relief cette création extraordinaire devenue immortelle en faisant de Beethoven un être somme toute beaucoup plus proche de chacun de nous. Le génie descend de son piédestal, en quelque sorte. Il faut reconnaître que sa vie foisonne de ces facettes qui ont fait de lui un homme tout à fait original, solitaire, prêt à envoyer promener les princes, sourd et génial. Sa vie est à la mesure de la façon dont ses œuvres étaient accueillies à son époque, en comportant la même originalité dans le plus banal du quotidien. Jamais, je crois, le style d'une œuvre n'aura été aussi proche de celui de la vie de son auteur. Et c'est pourquoi, en première approximation, les anecdotes prennent une valeur particulièrement importante le concernant. Cela justifie déjà l'intérêt qu'il y a à s'arrêter sur les anecdotes concernant Beethoven. Mais la notion même d'anecdote, reprise à sa source, permet d'aller beaucoup plus loin. Le mot anecdote possède un sens qui va en effet bien au-delà de celui qu'on lui réserve communément. On l'entend classiquement comme ce qui, pour un autre, désigne un aspect d'importance secondaire de celui-ci. On dira par exemple que la couleur de la redingote que Beethoven portait le jour de la première de la 9e symphonie est purement anecdotique au sens du peu d'intérêt de ce fait. Comme toujours, et même dans ce qui prétend relever de la science aujourd'hui, l'usage d'un mot annihile sa portée première. L'étymologie d'anecdote est anecdoton, qui comprend le privatif en à l'endroit du terme ecdoton, qui signifie édit, édition, dossier. Littéralement ce qui sort d'un dossier ou d'un édit d'auto. L'anecdote signifie donc avant tout ce qui est de l'ordre d'un inédit. On pourrait de là se contenter de retrouver le caractère original qui caractérise Beethoven. L'apparition d'un inédit souligne encore une fois la nouveauté, l'inattendu, la surprise dans le nouveau. Il convient toutefois, étymologie à l'appui, d'aller plus loin, et ce à partir de la portée paradoxale du mot qui, comme les Introuvables de Kathleen Ferrier, qu'on trouve pourtant bel et bien sur l'étal d'un disquaire, révèle un inédit au moment où édition il y a. Il ne s'agira pas ici de dresser un énième portrait de Beethoven, mais de pointer l'ineffable point d'insaisissabilité d'un homme qui parle à certains qui l'ont entendu au point de vouloir à leur tour parler de lui. L'inédit, l'anecdoton, ne se trouvera pas à l'horizon de quelque nouveauté, mais se rappellera qu'il n'est de Beethoven comme homme et même comme autre, qu'à l'aune d'une rencontre qui admet son point de ratage. Il ne s'agira pas de tenter de saisir quelque vrai Beethoven derrière les portraits qui sont faits de lui, mais plus radicalement, de reconnaître un point d'impossible quand on prétend savoir quelque chose de lui en tant qu'homme. L'anecdote, dirais-je, est ici prise à la lettre. L'immortalité de son œuvre a orienté de façon décisive tout savoir susceptible d'être déployé à son endroit. Qu'on le veuille ou non, chaque portrait de lui porte l'empreinte d'une représentation reposant de près ou de loin sur cette idéalisation. Certains d'entre eux seront peut-être plus ou moins ressemblants, mais en aucun cas il ne saurait prétendre correspondre parfaitement à l'homme qu'il a été. Parce que l'homme ne saurait être réduit à l'image qu'on se fait de lui. C'est pourquoi, après avoir pointé les indices qui ont pu faire de lui un héros immortel plus qu'un homme, je consacrerai plusieurs chapitres aux musiciens et compositeurs qu'il a été avant d'aborder l'homme tel qu'il ressort d'anecdotes provenant de plusieurs témoignages. Et je finirai par une analyse consistant à faire ressortir ce qui a pu faire que cet homme-là ait pu prétendre à l'immortalité à travers son œuvre. Cette immortalité, ce sera l'idée que je défendrai alors, n'est pas seulement l'effet d'une œuvre géniale. Lui-même, Beethoven, n'avait inconsciemment d'autre place à occuper que celle visant justement à dépasser nécessairement le cadre restreint d'une simple vie de mortel, une vie de surcroît bordée d'un secret dont je montrerai le poids qu'il a pu avoir chez lui. J'insiste encore une fois sur l'horizon qui détermine le présent travail.
Il est de révéler ce qui, au-delà du portrait d'un héros ou d'un génie, peut se dire d'un homme. Cet horizon nous mènera au final à interroger ce qui me semble constituer une véritable éthique beethovenienne, qui, à la fin de l'ouvrage, sera développée. Au-delà d'un génie historique, d'un illustre compositeur dont on aime ou déteste les œuvres, il s'agira donc de voir en quoi, selon la formule de Zacharias Werner que Beethoven connaissait bien, celui-ci au final est beaucoup plus qu'un héros, un homme véritable. La formule s'applique à lui, comme j'espère parvenir à le montrer, mais elle doit également être rappelée aujourd'hui plus que jamais toutes les fois où un savoir plein se trouve établi à l'endroit d'un autre. 100 fois plus qu'un clochard que je croise anonymement dans la rue, 100 fois plus qu'un autiste que j'ai en consultation. Cette part de l'autre constitue le pivot de cet écrit, en tant qu'elle rappelle qu'un autre, celui que j'ai face à moi, ne peut être réduit à ce qu'il a ou à ce qu'il est. Reste une part d'échapper au savoir que je prétends avoir sur lui. Cela s'appelle, si encore une fois, comme pour le mot anecdote, on ne s'arrête pas au sens commun, une éthique qui renvoie avant tout à ce qui demeure au-delà de ce savoir à propos d'un autre. Chacune des anecdotes que contient ce livre provient d'écrits, connus ou non, sur Beethoven. Aucune n'est de mon cru. Tout juste me suis-je autorisé pour la plupart d'entre elles, à les présenter dans un style un peu plus personnel. La source est indiquée à la fin de chacune d'elles, sachant toutefois que la référence n'exclut pas qu'elle ait été présente dans d'autres écrits. Les références figurent dans la bibliographie qui se trouve à la fin du livre. Un discours, quel qu'il soit, ne saurait avoir de pertinence ici que s'il renvoie à celui qui en a été l'auteur. Seuls les morts peuvent être immortels. Il en va de l'artiste comme de tout homme. Vivant, il peut encore décevoir, on peut attendre plus de lui ou autre chose. Qu'il change, qu'il soit autre que ce qu'il est reste encore de l'ordre du possible. Une fois mort, tout est là, derrière pour ce qui n'est plus, devant pour ce qui reste de lui, ce qu'il a laissé avant de partir, tel un héritage. Là seulement, avec ce reste, et c'est le cas de Beethoven, il devient possible d'en faire un génie. Un fait macabre. Le cimetière de Währing n'est pas des plus sinistres. Il offre une superbe vue sur les environs de Vienne. Un peu comme dans notre Père-Lachaise, on peut s'y promener au gré d'une possible méditation dont la douleur s'atténue avec la paix qui respire à travers les arbres toujours verts et les quelques coteaux plantés de vignes. On y trouve assez facilement cette tombe originale, placée contre un mur, où se dresse une espèce de pyramide en pierre blanche portant la simple inscription « Beethoven ». Mais le monument n'a pas résisté au temps. En 1863, 35 ans après la mort du compositeur, quelques jeunes gens passionnés de musique ont l'heureuse idée d'organiser, le jour du Mardi Gras, un bal annuel dont la recette servirait à orner de fleurs la tombe de Beethoven ainsi que celle de Schubert située quelques emplacements plus loin. Heureuse initiative, qui fournit l'occasion de constater l'état de délabrement de la tombe et de son monument. Les autorités engagent alors les travaux nécessaires pour réparer les outrages du temps. Raviver la présence éternelle de ces deux héros aux 9 symphonies, cela devient une exigence municipale. Mais ce fut une fête macabre. Il fallait exhumer les corps pour procéder aux travaux de restauration. Cela ouvrit à des manifestations qui frôlent la frénésie hystérique. Le cimetière fut envahi par des adorateurs improvisés qui voulaient, malgré la résistance presque inutile des forces de l'ordre convoquées pour l'occasion, s'emparer d'un souvenir des précieux restes des musiciens. Certaines jeunes viennoises réussirent à retirer du crâne de Schubert des mèches de cheveux qu'elles se vantèrent ensuite de porter dans leur corsage. Les simples curieux qui arpentaient les allées du cimetière, attirés par la foule, étaient interpellés par quelque étrange personnage, qui tirait soudain de sa poche quelques lambeaux terreux pour les montrer d'un air satisfait, voire pour les vendre. Le cimetière de Währing était devenu telle une de ces places médiévales, à Londres ou à Paris, où les gueux vendaient à prix d'or la phalange de Saint-Louis, une épine de la croix, ou encore l'ongle de Sainte-Catherine. Les scientifiques se trouvaient là, eux aussi. L'occasion était trop belle pour savoir si le génie se mesure à la taille du crâne. Ainsi sera-t-il écrit que les os du squelette de Beethoven étaient gros et forts, ceux de Schubert minces et friables. Une découverte scientifique vaut bien une relique. Qui peut savoir s'il n'a pas été proposé aux enchères l'auriculaire gauche de Beethoven? Pour certains, c'est ainsi que le génie peut rester vivant, comme un squelette qui résiste au temps. Audley, page 243.
2. Dans le cercueil de Beethoven. Nous sommes le 23 juin 1891. Les autorités viennoises ont décidé de procéder à l'exhumation du corps de Beethoven pour le transférer dans une tombe d'honneur du cimetière central. Du monde, évidemment, est attendu. L'expérience de 1863 reste dans les mémoires. Un vieil homme, un peu courbé, accompagné d'un autre beaucoup plus jeune, sont dans le cimetière de Währing depuis longtemps, bien avant que ne commence l'exhumation. Timide mais obstiné, le vieil homme parviendra à rester à côté du cercueil grand ouvert. Il réussira même à se faire admettre discrètement dans l'assemblée des quelques spécialistes qui, dans la chapelle mortuaire, examinent le squelette. Suprême audace, il prend à pleine main le crâne de Beethoven. Sévèrement, un médecin le lui interdit, mais le vieil homme contemplant étrangement le crâne dit comme s'il parlait à lui-même : « Pas vrai, cher Beethoven, si tu vivais encore, tu me permettrais de te saisir ainsi dans mes mains. Et ces messieurs étrangers qui veulent me l'interdire. » Le jour suivant, une fois le corps de Beethoven enterré au cimetière central, le vieil homme sombre dans une morosité profonde, ne disant mot pendant des heures. Il s'aperçoit soudain qu'il manque un verre à ses lunettes. Et son visage s'illumine. Mais bien sûr, mon verre est tombé dans le cercueil, tandis que je me penchais tellement en avant. Oui, pour toujours il restera auprès de mon cher Beethoven. Ce vieil homme s'appelle Anton Bruckner. Karl Rubin Chaillet. En 3. Une tête mise à prix. 29 mars 1827. En tête de la procession, les amis et intimes du maître, Breuning, Schindler, Holz et Johann le frère. On arrive devant la tombe fraîchement creusée, où Beethoven reposera à jamais. Après une ultime bénédiction, il faut à présent procéder à la descente du corps. Mais survient un moment d'hésitation. Une discussion s'engage. On sait que ces quatre-là ne s'entendent pas. Johann, le frère, a été surpris plusieurs fois en train de fouiller dans les meubles de Beethoven avant même sa mort. Entre Schindler et Holz, c'est une guerre ouverte. Ils se détestent. De quoi parle-t-il donc à cet ultime instant ? Quel est donc le nouvel objet de discorde qui apparaît à un moment particulièrement mal choisi ? Tout cela semble vraiment déplacé. Mais la question entre eux débattue est tout autre. Elle est des plus surprenantes. Ne vaudrait-il pas mieux orienter le corps du défunt de telle sorte que les pieds soient près du mur ? De fait, le bruit a couru qu'on offrirait une récompense à qui subtiliserait la tête de Beethoven. Franchement, tout cela n'est-il pas un peu exagéré ? Au final, il est convenu que des veilleurs garderont la tombe quelque temps, moyennant finance évidemment. Aussi incroyable cela puisse-t-il paraître, la rumeur était fondée. Quelques jours après l'enterrement, le 4 avril très exactement, le fossoyeur du cimetière de Währing a prévenu les autorités qu'un inconnu lui avait promis la somme de 1000 florins s'il déposait la tête de Beethoven à un endroit convenu. La police fit son enquête. On ne trouvera jamais l'auteur de cette demande. Breuning, page 109. Que signifie tout ceci ? Le fétichisme macabre existe de tout temps. L'étude des peuplades primitives l'atteste formellement. De plus, c'est un fait d'observation courante que la perte d'un être cher peut conduire à vouloir conserver quelque objet, parfois insignifiant en apparence, ayant appartenu au défunt. C'est ainsi que peut se présenter ce processus essentiel qui s'appelle le deuil. Cependant, un large fossé se présente entre la conservation d'un objet qui prend valeur d'avoir appartenu à celui que l'on pleure, et cette volonté de posséder une partie du corps du défunt, ou quelque mode de terre de sa dernière demeure. La question doit être posée : quelle jouissance peut-il y avoir à posséder la tête d'un musicien aussi célèbre soit-il ? Que trouvait donc le vieux Bruckner tandis qu'il dialoguait, tel un nouvel Hamlet, avec le crâne de Beethoven, ou tandis qu'il se persuadait que son verre de lunettes resterait auprès de ce dernier pour l'éternité ? Il faut tout d'abord, je crois, distinguer plusieurs niveaux. Passons sur les intérêts purement financiers, qui ont pu déterminer l'attitude de certains. À l'instar des reliques médiévales, la récupération d'une partie du corps d'une célébrité pouvait rapporter gros. L'histoire ne dira pas si l'anonyme qui était prêt à payer 1000 florins au fossoyeur n'aurait pas revendu par la suite la tête de Beethoven 10 fois plus. Mais cela ne fait que détourner la question. Car si le marché des reliques s'avère ainsi juteux, c'est qu'il se trouve bien des clients pour les acheter.
Passons rapidement aussi sur les configurations franchement pathologiques qui peuvent être ici convoquées. Elles auraient concerné n'importe quel autre personnage, comme cela s'observe dans les cas de nécrophilie. On reste peut-être à proximité de ce pathologique, quoique dans un versant beaucoup plus hystérique, et en cela socialement acceptable, lorsqu'il s'agit de s'emparer d'une partie du corps pour le conserver à titre privé comme représentant du héros disparu. Ainsi en est-il de ces jeunes femmes, peut-être pianistes, certainement fortes admiratrices de Schubert, qui prenaient possession d'une touffe de ses cheveux pour le garder tout contre leur corps. Se présente ici une relation passionnelle avec le disparu, non comme personnage, mais comme ce qui de lui a pu pénétrer en soi. On imagine aisément ces jeunes femmes proches d'un malaise extatique à l'écoute, en société, d'un impromptu de Schubert. Au demeurant, placer ses cheveux dans son corsage laisse entendre assez clairement l'érotisation dont il est évidemment question ici. On est assurément, dans les cas de figure qui viennent d'être évoqués, bien loin de Beethoven ou de Schubert. La jouissance personnelle, quel qu'en soit le visage, semble ici prévaloir sur tout. C'est pourquoi un dernier cas de figure semble beaucoup plus intéressant à retenir, en ce qu'il convoque non le cadavre de celui qui n'est plus autrement que par ses restes, mais bien plutôt celui qui reste au cœur de ce qu'il a laissé. Beethoven n'a pas été qu'un individu soumis, une fois mort, à de telles pratiques qui relèvent du deuil ou de l'hystérie. Il a laissé, au-delà de ce qu'il a été et donc de ce qu'on en a fait historiquement, sa musique. L'anecdote à propos de Bruckner aurait-elle eu le même effet, s'il s'était agi d'un inconnu ? On aurait immédiatement crié au scandale, à la profanation, voire à la folie. Peut-être d'ailleurs de telles idées se sont-elles imposées au médecin qui, après lui avoir formulé l'interdiction, vit ce vieil homme se mettre à parler à un crâne. Mais il ne s'agissait justement pas de n'importe qui, mais d'un autre génie de la musique qui, comme Beethoven et Schubert, ne dépassera pas le nombre fatidique des 9 symphonies et aura une vie aussi tourmentée qu'eux. Beethoven était pour lui le maître absolu. Dans la chapelle mortuaire, ce n'était pas à un crâne qu'il parlait, mais à son maître. Pour le médecin, un crâne est un crâne. Qui osera lui prouver le contraire ? Mais pour Bruckner, autant d'ailleurs que pour Liszt qui ne pouvait voyager sans avoir dans ses bagages le masque mortuaire de Beethoven, ou Schumann qui regrettait que les places entre les tombes de Beethoven et de Schubert soient déjà occupées par d'autres que lui, pour ces autres génies de la musique, Beethoven ne pouvait être réduit à quelque chose d'inerte, à quelque chose qui sent forcément la mort. Chacun d'eux, et peut-être chacun de ceux qui aujourd'hui aiment Beethoven, a l'audace contre toute logique de reconnaître qu'il se retrouve en lui, dans sa musique, mais aussi peut-être dans le personnage. Rencontrer Beethoven, c'est aller au-delà de sonorités réelles, tout comme Bruckner lui parlait au-delà de ce crâne qu'il avait dans les mains. Peut-on dissocier une musique de son auteur ? Personne ne contestera qu'il existe un style, une signature chez la plupart des musiciens. On reconnaît sans trop de difficulté une œuvre de Mozart. La bonhomie d'Haydn s'entend aisément dans la plupart de ses symphonies, autant que la sensibilité de Chopin ou la douce mélancolie de Schubert. Il serait risqué cependant de tenter d'établir une simple correspondance entre style musical et personnalité, ou de relever un lien entre une production musicale et tel événement de vie. Quelle que soit la qualité et l'authenticité de ce qu'elles contiennent, les biographies de musiciens sont là pour rappeler que certaines œuvres apparemment joyeuses ont été écrites dans des circonstances dramatiques et vice-versa. Il est pourtant incontestable qu'historiquement, Beethoven a ouvert la voie à une expressivité proprement subjective en musique. Il est rare, je crois, d'entendre un amateur de musique dite classique affirmer qu'il n'aime pas Mozart. Mais le même mélomane pourra détester Beethoven. Les œuvres de celui-ci, qu'il s'agisse des symphonies, des sonates et surtout des quatuors, sont ainsi. Elles n'offrent rien qui n'exige de la part de l'auditeur un choix, plus encore un engagement pour l'écouter. On le prend ou on ne le prend pas. Beethoven n'attend pas qu'on l'aime, ma musique sera comprise plus tard, disait-il à la fin de sa vie au jeune Gerhard von Breuning. Parce qu'elle est engagée, sa musique est engageante. Qu'importe si certains n'y entendent rien. Il compose comme il parle, au sens où, contre toute aisance mélodique, il exprime ce qui vient d'un cœur pour atteindre d'autres cœurs. C'est à ce titre que se pose une proximité extraordinaire entre sa musique et ce qu'il fut dans la vie. Où on l'aimait au point de l'idolâtrer, où on le détestait.
Sa surdité, bien sûr, ne rendait pas le contact social facile. Elle reste néanmoins bien loin de justifier la force avec laquelle il voulait se faire entendre, en tant que musicien mais aussi en tant qu'homme. Avec Beethoven, vie personnelle et création deviennent tout un. Sa vie peut être considérée comme le paradigme de l'anti-héros romantique. Surdité, amour malheureux, solitude, tout dans sa vie convie à une représentation de Beethoven orientée dans le sens d'une oscillation entre une nécessaire révolte et une résignation devant le diktat du destin. Il faut ajouter à cela la part essentielle que son œuvre prit pour révolutionner l'enceinte académique dans laquelle la musique se trouvait jusqu'alors, nonobstant certaines œuvres du dernier Mozart, confinées. Les conditions étaient en cela réunies pour faire de Beethoven le héros triomphant de l'ordre musical, autant que de l'ordre du destin. C'est en tout cas ainsi que les premières biographies le présentent. S'appuyant sur le témoignage de ses familiers, dont certains tels Schindler étaient à la limite de l'imposture, elle porte un indubitable cachet d'idéalisation, faisant de Beethoven ce personnage extraordinaire, excentricité aidant, capable de saisir le destin à la gueule. Évidemment, la voie s'ouvrait à de multiples violences historiques. Une lecture attentive et rigoureuse de sa correspondance ternit cependant, à maintes reprises, l'idole. Récemment, un certain nombre d'auteurs, s'appuyant sur une psychanalyse pas très sérieuse, ont tout fait pour établir ce qu'ils considéraient comme la vérité à propos du personnage Beethoven. D'un Beethoven héroïque faisant face à l'adversité et aux tourments, on est passé à un Beethoven tyrannique, voire paranoïaque ou homosexuel. L'intention chez ces auteurs qui prétendaient saisir l'inconscient beethovénien sans s'interroger sur le mobile inconscient, chez eux cette fois, d'en dire quelque chose, était bien de fournir sous le couvert d'une approche à prétention scientifique, une autre image, contre-idéaliser celle-là du géant sourd. Ne retrouve-t-on pas, en vérité, les protagonistes des anecdotes macabres évoquées au début de ce chapitre? Qui y figuraient en effet? Les idolâtres d'un côté, englués dans la vénération et qui, à l'image de cet anonyme qui sort de sa poche un débris du corps de Beethoven pour les montrer d'un air satisfait aux passants, expriment avec jouissance qu'il possède le Beethoven que tout le monde voudrait connaître, entretenant forcément un culte qui a l'odeur de la mort. D'un autre côté, ces scientifiques qui étudient la densité osseuse d'un simple squelette pour y découvrir la formule secrète du génie. Le savoir ici, fondé sur l'indubitable exactitude de la science, se pose alors en garantie de ce que Beethoven fut. Un chat est un chat, point final. Où donc est Beethoven entre ces deux positions extrêmes, voire fanatiques, qui tirent l'essentiel de quelques débris d'os? Entre le gargarisme narcissique des témoins qui inventent leur Beethoven et la froideur du scientifique qui réduit le génie à un squelette, la marge est étroite. On se consolera en se rappelant qu'il existe un autre reste qui échappe à ces fanatiques, sa musique. Lorsque j'écoute un quatuor, nul biographe pour me répéter ce qu'il fut dans sa vérité, nul scientifique qui voudrait me convaincre qu'en deçà de ce que j'entends, il n'y a que des sonorités réelles articulées de façon particulière par un anonyme squelette ou un paranoïaque génial. Cette voie-là, la musique est la plus précieuse. C'est en son travers qu'il devient possible de rencontrer enfin Beethoven. Mais il est une autre voie qu'on peut emprunter avec plaisir. Dans le plein idéalisant du biographe autant que dans le vide du scientifique, Beethoven reste un personnage d'exception. Derrière les représentations figées, au sein d'une biographie orientée, d'une peinture ou d'un buste, se profile une multitude de visages à travers un nombre invraisemblable d'anecdotes qui ont la qualité exceptionnelle de fournir matière à une contradiction maintes fois repérable. Les visages s'entrechoquent. Humour gras, extrême sensibilité, violence inouïe, exigence terrible, pour faire de Beethoven un personnage finalement tout à fait familier, drôle parfois, et surtout faisant la nique à qui estimerait envisageable de le posséder. C'est ce Beethoven-là qui vaut d'être rencontré, lorsqu'on s'arrête en tout cas sur l'homme qu'il fut. Qu'importe au final s'il s'agit de légendes ou de versions attestées historiquement. C'est entre ces versions qui se contredisent que se faufile un Beethoven qui ne se mettra à parler que dans la mesure où on tentera de l'entendre. Au-delà de ce Beethoven idéalisé que nous offrent les premiers biographes ou de ce squelette paranoïaque que nous imposent les prétendus scientifiques, il y a à le rencontrer là où on s'engage à reconnaître qu'on le construit sans cesse. C'est peut-être là que se présente cet engagement inévitable dont je parlais plus haut à propos de sa musique,
et qui se retrouve lorsqu'il est question du personnage Beethoven. Cette étude n'a aucune prétention biographique ni scientifique. Elle ne se donne pas non plus pour objectif de contredire les représentations idéalisées qui ont été érigées à propos de Beethoven. Elle ne saurait non plus s'en contenter. Entre les différents regards qui ont pu être portés sur lui, qui sont forcément des constructions, peut émerger un Beethoven vivant, absolument pas réduit à une relique qu'on entreprendrait d'exhiber ou à un tour de crâne qu'on se limiterait à mesurer. Cet entre, je l'entends comme l'écho direct de ce lieu où Beethoven peut prendre consistance véritable, entre lui et moi. C'est là, nulle part ailleurs, qu'il devient possible de le tenir pour vivant. Dégagé de la vulgarisation imbécile qu'on lui réserve la plupart du temps, la psychanalyse enseigne un point de première importance. C'est dans la contradiction seulement qu'une vérité peut surgir. On peut penser à ce titre au lapsus, à l'acte manqué, voire au récit contradictoire à propos d'un événement ou d'un rêve. C'est dans la contradiction que se dit l'essentiel. Et à ce titre, je ne serai pas dupe de la dimension proprement contradictoire dans laquelle trouve place le présent travail. Car le risque demeurera toujours qu'il puisse être pris pour ce qu'il dénonce, à savoir l'établissement d'une autre image de Beethoven. Mon désir d'en dire quelque chose n'est certainement pas anodin. Il parle, soyons-en sûrs, cela ne m'empêche pas d'éprouver un plaisir véritable à le réaliser. Que ce plaisir se retrouve chez celui qui le lit, c'est seulement un de ses destins possibles. En tout cas, il reste que ce qui le sous-tend participe d'une volonté de rappeler, et aujourd'hui cela s'impose au premier chef, une évidence. Parler de quelqu'un, d'un génie ou de n'importe qui, un patient en consultation par exemple, procède inévitablement d'une construction subjective. On ne peut pas ne pas y mettre de soi. La science, à moins de sombrer dans le dangereux fanatisme scientiste contemporain, n'est pas affaire de vérité mais de savoir. Et cela vaut pour la discipline historique autant que pour n'importe quelle autre qui, de près ou de loin, implique un autre sur lequel on tient un discours. C'est pourquoi ce petit travail consacré aux anecdotes a pour toile de fond un questionnement relatif à un processus particulièrement présent dans le cas de Beethoven, et que je nommerai processus d'héroïsation. Au travers d'un cheminement entre les versions extrêmes, en faisant donc fi des idéalisations biographiques et des réductions à prétentions scientifiques, il s'agira donc de déconstruire ce processus en prenant la mesure de ce qui peut alors se dégager en vérité des contradictions qui se présentent. Et on le verra, elles sont légion. Ne dis jamais d'un homme qu'il est heureux avant qu'il ne soit mort. Ainsi parlait Solon à Crésus. Seule la mort rend possible la déification. C'est pourquoi j'ai entamé ce premier chapitre, à l'horizon lugubre de ce qui a pu se vivre dans un cimetière. Beethoven n'était plus. Ses restes étaient comme offerts en pâture à ceux qui tiraient avantage de leur exploitation narcissique ou scientifique. On ne saurait parler là d'héroïsation, car celle-ci convoque forcément un autre tel qu'on l'institue sur la voie de l'idéalisation, et non un squelette. Un cadavre ne parle pas. Il est juste matière, voire prétexte, à y trouver ce qu'on y cherche. Il faut revenir un peu en arrière pour retrouver un Beethoven encore vivant. À l'orée de sa vie, confronté à la mort qui approche, il reste possible en effet de l'entendre. Cependant, l'héroïsation est déjà très clairement à l'œuvre. Elle offre un visage qui se retrouvera maintes fois au fur et à mesure des avancées de ce petit travail, celui du contraste juxtaposant une scène de triomphe convoquant la foule autant que les héros de l'Antiquité, au sordide qui environna le maître dans ses derniers jours. En 4 plus qu'un empereur. 29 mars. Beethoven n'est plus depuis 3 jours. Informé par les journaux officiels, une foule s'agglutine aux abords de la Schwarzbachnerhaus, son dernier logement, où réside sa dépouille avant son dernier voyage. Près de 20 000 personnes accompagnent le cortège jusqu'à la petite église de la Trinité, située quelques rues plus loin. C'est beaucoup trop et Breuning doit requérir l'assistance militaire du 2e régiment civil dont la caserne par chance se trouve justement sur le chemin que doit emprunter le cortège. Cela n'empêchera pas qu'il faudra un temps considérable pour parcourir les quelques centaines de mètres. La procession, à plusieurs reprises, est bouleversée dans son agencement de départ. Il faut dire que les autorités, en décidant la fermeture des écoles pour l'événement, en avaient bien signifié l'importance historique,
ajoutant aux proches du maître une foule de curieux soucieux de ne pas le rater, peut-être pour être en mesure de dire plus tard « j'y étais ». Le fidèle Zmeskall écrira à Thérèse von Brunswick « Jamais empereur d'Autriche n'a eu des funérailles telles que Beethoven ». Rouge 2006, page 13 à 19. On reste à proximité des scènes macabres du début. La foule ne venait absolument pas rendre un dernier hommage à l'homme Beethoven. La plupart voulaient assister à une espèce de spectacle concernant un héros national. La jouissance, peut-être un peu voyeuriste, n'est pas loin. S'agit-il seulement d'une anecdote ? J'ai choisi de la retenir ainsi pour mieux souligner le contraste qui se présente lorsqu'on aborde Beethoven dans l'intimité de ses derniers jours. À considérer les biographies dans leur quasi-unanimité, une autre forme de gloire s'y présente, évidemment plus discrète, moins bruyante, ce qui n'empêchera absolument pas le spectaculaire, car ce sont les héros antiques eux-mêmes qui s'invitent pour l'occasion. En 5. La pendule se tue. Tandis que Beethoven est dans le coma, le temps trouve un autre souffle, celui de la respiration particulièrement bruyante, rauque, d'un mourant. C'est un rythme binaire, suspendant chaque profonde inspiration douloureuse à la question qui ne se pose qu'en silence. Est-ce le dernier souffle ? La respiration est ce qu'il y a de premier et de dernier dans une vie. Il scande la toute première forme de temporalité à deux temps. Rien à voir avec ces secondes qui s'égrènent sur le cadran d'une quelconque horloge. Dans le silence respectueux qui règne dans la chambre, persiste le tic-tac d'une pendule qui rappelle pourtant qu'une temporalité subsiste au-delà de la respiration bruyante de Beethoven. Ce lundi 26 mars, à midi très précisément, cette pendule suspend tout à coup et à jamais sa cadence sonore. Au même moment, l'aiguille du petit cadran barométrique, situé juste en dessous de la pendule, s'oriente brutalement sur la gauche, signe annonciateur d'un orage. Cet arrêt de la pendule était-il le signe que la fin devenait imminente ? Ou alors, soulignait-il que Beethoven, qui restait bien vivant après cet arrêt du temps objectif, entrait déjà dans le panthéon des génies pour rester vivant au-delà de la mort ? En tout cas, chose étrange, cette pendule, cadeau de la princesse Lichnowsky, avait une forme d'étrange pyramide, un peu comme le monument qui ornera la tombe de Beethoven dans le cimetière de Währing, Wilder, page 488. En 6. Bulletin de météo olympienne. Du jour de la mort de Beethoven, nous pouvons savoir, grâce aux éphémérides, qu'il s'agissait d'un lundi. Quant au temps qu'il fit ce jour-là à Vienne, nul besoin de consulter quelque archive. Les témoignages suffisent. Beethoven vit ses derniers instants. Peu après les derniers sacrements, le soir du 24 mars, il est tombé dans le coma. Et l'agonie dure. Des pièces voisines à sa chambre, on peut entendre un râle bruyant, témoignage terrible d'une ultime lutte contre la mort qui ne cesse de ne pas venir et qui tient en haleine ceux qui l'accompagnent jour et nuit. Le médecin ne se déplace plus, mais fait intervenir l'un de ses assistants. Les proches entament déjà les nécessaires démarches pour réserver l'emplacement de sa dernière demeure, et s'occupent des funérailles. Autour d'un sifflement rauque, celui de la respiration du mourant, qui suspend chacun à l'imminence d'un départ qui ne vient pas, ce sont des va-et-vient, visiteurs, aller-retour de Schindler, de Breuning. Entre 16h et 17h, des nuages noirs et épais se forment de tous côtés. Il fait déjà presque nuit. Sally, la gouvernante, allume quelques bougies supplémentaires. Utenberger vient d'entrer dans la chambre tandis que l'orage éclate. C'est une tempête de neige et de grêle. Ce n'est plus le destin qui frappe à la porte, comme dans la 5e symphonie, c'est le ciel lui-même qui se déchire comme pour frapper le monde de l'annonce du départ d'un héros. 17h45. La foudre tombe à proximité de la chambre. À ce phénomène inattendu, Beethoven ouvre soudain grand les yeux, lève son bras droit et le poing fermé, l'air terrible, fixe quelques longues secondes un point invisible. Quand son bras retombe, lourdement ses yeux sont mi-clos. Il est mort. De ce déchaînement des éléments, un augure romain n'eût-il pas déduit son apothéose ? Jupiter, de sa foudre, n'est-il pas intervenu lui-même pour l'accueillir dans le royaume de l'Olympe ? Hüttenbrenner, Intayer 3, page 308. En 7. Comme César dans mes bras. Quelques semaines après la mort du maître, son frère Johann donnera sa version de ces derniers instants. Dame, pour qui passerait le premier apothicaire de Gnechendorf si au nom de la famille, sa présence n'était tenue pour constante auprès de son illustre frère mourant ?
Cet après-midi du 26 mars, il se trouvait donc dans une pièce voisine. Peut-être cherchait-il déjà ce qu'il estimait devoir lui revenir dans les affaires de son frère. Mais sa version des faits concernant le moment de la mort de Ludwig sera celle-ci. J'étais auprès de lui. Il souleva son bras droit de côté tout en ouvrant grand ses yeux, me fixa de longues minutes, et mourut comme César dans mes bras. Rouge 2006 page 6. Il fit réellement à Vienne le 26 mars 1827, un orage printanier d'une rare violence. Clin d'œil du sort aux scientifiques athées, les circonstances, en dehors de tout parti pris idéalisant, ont fait de la mort de Beethoven une scène qui rappelle la fin des héros grecs, appelés par la foudre de Zeus à le rejoindre sur l'Olympe. Évidemment, cela ne pouvait suffire. Ce n'est pas sur un concours de circonstances que l'héroïsation repose, mais sur du discours. À ce titre, il est clair que la scène du poing levé au ciel, au moment exact où la foudre vient de tomber, renforce sur un plan quasi mythique ce qui s'attestait déjà dans celles maintes fois présentes dans les biographies des funérailles. Beethoven est érigé, non plus seulement au-dessus des empereurs comme l'écrivait Z. Mescol justement, mais au niveau des dieux. Il fallait bien passer par de telles références pour pointer du doigt le seuil d'une immortalité dans laquelle il s'apprêtait, en quittant la vie, à entrer. Et le passage d'une scène triomphale à un récit bien plus discret et intime, tel celui concernant l'horloge qui s'arrête, relève de toute évidence de ce contraste que j'évoquais plus haut à propos du processus d'héroïsation. Le tic-tac qui s'interrompt sur le midi précis d'une horloge en forme de pyramide revient à faire entrer en scène tout aussi discrètement les dieux et l'immortalité de celui qui les rejoint. Mais en deçà du discours des témoins, les dernières paroles de Beethoven en vérité y conduisaient déjà bel et bien. En 8 Commoedia finitae. Le 23 mars, 3 jours avant sa mort, les visites se succèdent. Madame Hummel, venue avec son mari, lui essuie le front baigné de sueur, avec pour retour un regard de reconnaissance inoubliable. Mais surtout, c'est la visite quotidienne des médecins. Beethoven, évidemment, ne les aime pas. Ont-ils réussi à le guérir autrefois, de sa surdité ou de ses multiples problèmes intestinaux? Des charlatans, rien de plus. À peine ceci sorti, en présence de Schindler et de Stefan Breuning qui avaient assisté à la consultation, il lance de ce ton sarcastique qu'on lui connaît bien. Plaudit amici, commoedia finita et, applaudissez mes amis, la pièce est terminée, rideau. Hiller, in prodome, page 251, Roland, page 1318. En 9, tel Moïse frappant le rocher. Revenu par un temps glacial de Gnechendorf avec son neveu, Beethoven contracte une double pneumonie. Les médecins mettent un temps considérable à intervenir. Wawruch, professeur de pathologie à la clinique médicale de chirurgie, est le premier à le trouver dans un état alarmant. Brûlant de fièvre, il crache du sang et étouffe avec un violent point de côté. Après une relative amélioration, l'état empire. Surtout, une sévère hydropisie se déclare et il faut songer d'urgence à procéder à une ponction de l'abdomen pour obvier au danger d'un éclatement ou d'une suffocation. Staudheimer, appelé en renfort, confirme et il est fait appel au chirurgien Seber, spécialiste en la matière, pour opérer. Durant l'opération, Johann le frère, Karl le neveu et Schindler l'inévitable sont présents. Point d'anesthésie comme aujourd'hui. Beethoven est tout à fait lucide tandis que le chirurgien ponctionne quantité de liquide. 25 livres pour la seule intervention, 5 fois plus ultérieurement. Mais le soulagement du malade est immédiat. Pendant que le chirurgien opère, il s'écrie même avec joie. Voici Moïse qui frappe de sa baguette le rocher. Wawruch in prodome, page 257. Après César et les héros grecs, voici Moïse que Beethoven évoque à un moment de soulagement. Voici aussi Auguste, le premier véritable empereur romain qui prononça au moment de sa mort le fameux Plaudit amici. Là encore, nulle contestation possible. Plusieurs étaient présents dans la pièce. L'analyse serait un peu courte si elle voyait dans de telles références quelques manifestations d'une image de soi grandiose chez Beethoven. On retomberait immédiatement dans une psychobiographie désuète, et surtout inutile. Et puis, qui peut nous dire si Beethoven n'a pas prononcé d'autres paroles des plus banales, cette fois sans la moindre référence devenant support à héroïsation et symptomatiquement non retenue par les protagonistes présents autour de lui qui construisaient déjà l'histoire beethovenienne. On notera en revanche que ces mots,
qui convoque Moïse et l'empereur Auguste, en plus des circonstances climatiques et dramatisées vues plus haut, se retrouve dans tous les récits qui traitent de la mort de Beethoven sans exception. C'est là, à mon sens, qu'il convient de repérer une héroïsation en marche. Il était important de partir de ces anecdotes, qui sont parmi les plus célèbres concernant Beethoven au moment de sa fin. Le contraste est en effet saisissant lorsqu'on s'arrête sur d'autres scènes moins connues. En 10, mon cher frère. Lundi 24 mars. Depuis 2 jours, Beethoven est dans le coma. Sa lutte contre la mort est extraordinaire. Mais la fin ne saurait tarder. Elle peut surgir d'un moment à l'autre. Ce matin-là, après la visite des médecins ainsi que des Streicher, le mourant est entouré de Schindler qui le veille. Le temps s'écoule, rythmé de sa seule respiration bruyante. Mais un autre bruit interpelle Schindler, celui de tiroirs qu'on ouvre et qu'on ferme, ainsi que des bruits de pas saccadés. Assurément, dans une pièce voisine, quelqu'un est en train de fouiller le bureau du maître. S'éclipsant discrètement, Schindler constate qu'il s'agit du frère, Johann, qui n'a aucune réserve à l'informer de son bon droit quant à chercher les actions bancaires de Ludwig, ainsi que ces fameux 1000 florins que Londres vient de lui envoyer. La colère de Schindler éclate et il met manu militari le bon droit du frère à la porte. De Hévésie, page 193. En 11, billard fatal. C'est de chez son frère Johann, justement, que Beethoven revenait quand il contracta la double pneumonie qui fut le point d'amorce de la fin. L'ambiance n'y était pas fameuse. Les disputes se répétaient pour un domestique, pour les écarts de conduite de Thérèse, la belle-sœur, ou pour n'importe quoi. Même avec Karl, le neveu, la violence grondait, Beethoven oscillant comme à son habitude entre prévention étouffante et reproches injustifiés. Voilà la dispute de trop qui précipite le départ de Beethoven avec son neveu, dans une misérable voiture de laitier, par un froid à fendre les pierres. Avant d'arriver à Vienne, ils doivent passer une nuit dans une misérable auberge, sans feu, sous un toit délabré qui laisse entrer l'air glacial. Une forte fièvre se déclare dans la nuit, et c'est dans un état désastreux que Beethoven arrive enfin à sa demeure, la Schwarzbachnerhaus, le 2 décembre. Ses médecins habituels, immédiatement contactés, ne peuvent cependant venir, et Karl est envoyé pour en trouver un autre d'urgence. Mais la tentation, chez ce dernier, est trop forte de profiter de ce moment de liberté pour aller retrouver ses amis. Ainsi le retrouve-t-on dans un café, disputant une partie de billard. Il se contente de mandater un domestique de la clinique, justement présent, pour trouver le médicastre. Oubli ou simple échec de la mission, ce domestique n'y parviendra pas. Fort heureusement, peut-être à l'occasion d'une chope de bière de trop, Karl se fait mal au poignet et doit se rendre pour lui-même à la clinique. C'est là que le médecin Wawroch sera enfin alerté. Pendant ce temps évidemment, la fièvre de Beethoven augmentait. L'état devenait critique. Qui sait si le destin du compositeur eût été différent sans cette partie de billard. Schindler, page 268. On est bien loin en vérité de la figure héroïque, rattachée aux derniers instants du maître. Dans l'intimité d'un frère intéressé plus qu'attentionné ou d'un neveu abandonnant son oncle à son triste sort, les choses présentent un visage autrement sordide. De fait, semble prendre corps ici un volet complémentaire du tableau. L'héroïsation a besoin de motifs pour se déployer. L'adversité contre laquelle doit lutter Beethoven prend le visage des siens. Il n'y a qu'un Beethoven, pourrait-on reprendre du compositeur, parce qu'il est de bon ton d'éliminer de sa mémoire ces horribles personnages qui portent le même nom et le salissent. La référence à la mémoire est d'ailleurs ici particulièrement intéressante, en ce qu'il s'agit justement d'isoler, pour mieux les identifier, les facteurs susceptibles d'être retenus pour justifier l'état désastreux du héros. Les dimensions vénales et abandonniques sont ici privilégiées. On verra qu'il en existe bien d'autres. Au demeurant, le tableau victimaire ainsi dressé sur les coordonnées du familial ne se limite pas aux frères et neveux. Il faut aussi mettre à l'index les ingrats viennois. En 12, indignes viennois. Alité et inactif depuis tant de semaines, la situation devient financièrement préoccupante. Le prince Galitzin, qui fait la guerre en Perse, n'a pas payé les 3 quatuors qui lui ont été envoyés. Les ressources s'amenuisent, et il est hors de question pour Beethoven de toucher aux économies qui sont réservées pour Karl, son neveu. Il faut faire des économies sur la nourriture,
On commence à compter les chandelles. Il faut appeler à l'aide. Ainsi Beethoven adresse-t-il une lettre au fidèle Moschel qui est à Londres. La réaction est immédiate. Sur l'insistance de ce dernier, la Société Philharmonique de Londres lui envoie un chèque de 100 livres sterling, soit 1000 florins, et ce avant même de récolter les fonds d'un concert prévu en l'honneur du génie de Vienne. Très ému, Beethoven remercie et promet d'écrire à ses amis les Anglais la symphonie dont les esquisses se trouvent déjà dans son pupitre. Évidemment, tout se sait. Les Viennois se rappellent alors que leur héros agonise. En conçoivent-ils du remords ou quelque culpabilité ? Non. Ils sont blessés que Beethoven se soit dressé pour l'aider à des étrangers. Herriot, page 392 à 394, Roland, page 1313 à 1314. Seul, abandonné de tous à l'exception de lointains étrangers ou de quelques amis qui se comptent sur les doigts d'une seule main, ainsi est présenté le Beethoven de la fin. La dimension héroïque, évidemment, en ressortira d'autant plus clairement lorsqu'il s'agira de décrire ces mêmes Viennois, ingrats, accourir en masse le jour des funérailles ou lors de la restauration de la tombe en 1863. Mais n'y a-t-il donc nulle anecdote qui puisse donner un visage plus humain à la fin de Beethoven ? Jusqu'à présent il n'est question sur fond d'idéalisation forcenée que de macabre, d'abandon, de sordide. Quand bien même on se rappellera que cela relève bien d'un processus d'héroïsation, il faut reconnaître que tout cela semble bien triste. On goûtera avec d'autant plus de bonheur d'autres témoignages qui s'accordent davantage à cette situation d'un homme qui a pu être aimé, et qu'on regrette de voir partir. En 13, un aphone face à un sourd. Jeune ténor qui se fit connaître notamment pour son interprétation d'Adélaïde, une œuvre de jeunesse très populaire de Beethoven, Ludwig Kramolini est accepté auprès du maître, accompagné de Nanni, sa fiancée, qui s'illustra elle aussi dans la reprise de Fidelio en 1822. Rencontrer un génie n'est pas chose facile. Le voir de surcroît dans cet état, malade et proche de la fin, rend l'émotion difficilement contrôlable. Beethoven accueille le jeune couple avec sourire, et demande au jeune ténor de chanter justement son Adélaïde qui eut jadis tant de succès. Kramolini, accompagné de Schindler au piano, s'apprête à chanter, mais sa voix s'étrangle. Interpellé par le visible embarras du chanteur, Beethoven demande ce qui se passe. Et Schindler d'écrire sur son cahier l'émotion de Kramolini. Le maître part d'un grand rire. « Chantez donc, mon ami. Je n'entends rien, hélas. Je veux seulement vous voir chanter. » Rempli de courage, le ténor parvient finalement à chanter et se voit félicité. « J'ai vu à votre respiration que vous chantez bien. Vous m'avez donné grand plaisir. Merci 1000 fois. » Kramolini, in Prodome, page 244 à 245. Oui, certains aimaient Beethoven l'homme. Et ils venaient lui rendre visite à la Schwarzbachnerhaus, au titre d'une amitié sincère ou à celui d'une admiration véritable. On peut imaginer assez aisément un Beethoven gêné de les recevoir ainsi, alité, et masquant sa honte derrière quelques grasses plaisanteries dont il avait le secret. Il reçut même des cadeaux. Le facteur de harpe Stumpf de Londres lui envoie la collection complète des œuvres de Handel en 40 volumes. On lui expédie du vin aussi, mais il est malheureusement trop tard pour que le maître puisse le goûter. Dans ces visites dont il existe quelques témoignages, point de déférence à outrance. De l'émotion assurément, de la crainte aussi parfois. Diable, ce n'est pas rien de rencontrer le géant Beethoven. De plus, constater l'état dans lequel il se trouve, ce ne peut être facile à vivre. Kramolini n'aurait pu dire le contraire. Loin des admirateurs du musicien, un personnage très particulier prit une importance considérable. Il en fit trace dans un ouvrage qu'il écrivit bien plus tard. Il s'agit de Gerhard von Breuning, le fils de l'ami Stéphane. Il est alors âgé de 13 ans, et les cahiers de conversation montrent qu'il fut très présent auprès de Beethoven, s'enquérant régulièrement de son confort et de sa santé. Les propos qu'il écrit sont touchants de simplicité et témoignent d'une réelle intimité avec le mourant qui trouvait peut-être en lui le fils qu'il n'avait pu avoir, notamment depuis la blessure qu'il reçut avec la tentative de suicide de son neveu Karl. Tu disais que tu avais eu une bonne selle. Souffres-tu encore du ventre ? Quand il n'y a pas de bandage, la plaie s'enflamme. Depuis 10 heures tu as déjà un verre et un peu plus d'urine, si tu as d'ici le soir un petit verre plein.
Il semble donc que tant que la plaie est ouverte, il y a toujours plus d'urine que si elle était fermée. J'ai entendu dire que tu souffres tellement des punaises quand tu reposes que tu te réveillais à tout moment pendant ton sommeil. Comme le sommeil te fait du bien, je t'apporterai quelque chose pour chasser les punaises. Comment as-tu trouvé les quenelles à la moelle ? Je dois t'objecter que les nouilles pouvaient n'être pas bonnes parce que si on achète peu de jambon, on n'a qu'un mauvais morceau. La poule est très bonne, la soupe en sera beaucoup plus fortifiante, etc. Telles se présentaient les attentions du petit Gerhard qui, de toute évidence, se présente comme un rayon de soleil dans l'obscurité grandissante qui enveloppe Beethoven. L'échange devient d'autant plus touchant lorsque la discussion porte sur le passé, dont on sait l'importance qu'il peut prendre chez celui qui sait que la fin est proche. En 14, une faute d'orthographe sacrilège. Février 1827. Régulièrement le petit Gerhard rend visite à Beethoven. Pour le distraire, il lui montre les livres d'histoire antique de son école. Il lui apporte aussi, l'un après l'autre, les volumes de l'intégrale des œuvres de Handel que Stumpf vient de lui envoyer et que le maître commente avec admiration. En compagnie de l'enfant, les douleurs s'oublient. Le temps passe autrement vite. L'éditeur Diabelli lui fait cadeau d'une gravure représentant la maison natale de son vieux maître, Joseph Haydn. Spontanément, Gerhard propose de demander à son père de l'encadrer, et il revient plus tard pour le lui restituer, prêt à être accroché. Mais Beethoven devient rouge de colère. Qui a écrit ça ? Il montrait du doigt un titre qui ne figurait pas à l'origine, Maison natale de Haydn, si. C'était le professeur de piano de Gerhard. Comment s'appelle cet âne ? Un tel ignorant a la prétention d'être professeur de piano, d'être musicien, et il ne sait même pas écrire correctement le nom d'un maître comme Haydn. Il faut lui faire corriger cela tout de suite. C'est une honte. Le pauvre Gerhard dut rapporter le tableau et faire disparaître la faute. On ne touche pas au géant de la musique, parole d'un autre génie. Hiller, in Prodome, page 250. Assurément, toucher au nom de Papa Haydn, ne pouvait rester sans effet chez un Beethoven que Gerhard tenait. Il l'écrit noir sur blanc sur l'un des cahiers de conversation comme moins colérique que son propre père. En tout cas, on comprendra que pour l'enfant, la disparition du grand homme ne fut pas facile à accepter, d'autant que par un étrange coup du destin il devait perdre son père quelques semaines plus tard. Aussi, pour boucler la boucle de ce premier moment de ce travail, on comprendra que vouloir garder une mèche de cheveux, pour lui, prenait un sens bien différent que la simple conservation d'une relique. Malheureusement, il fut cruellement déçu et à double titre. En 15, commerce de reliques à la Schwarzbachnerhaus. Nous sommes le jeudi 29 mars, quelques heures avant que le corps de Beethoven ne fasse son dernier voyage. Le petit Gerhard von Breuning, qui a été si présent auprès de lui ces derniers jours, demande à son père, tandis qu'il se recueille devant le corps, s'il lui est permis de couper une mèche de cheveux de son cher Beethoven. Pas avant la clôture de la mise en bière, afin de ne pas abîmer son apparence. La démarche de l'enfant était on ne peut plus banale pour l'époque. Avant lui d'ailleurs, plusieurs l'avaient fait spontanément, à commencer par Hüttenbrenner qui avait assisté aux derniers instants du maître. Franz von Hartmann, un ami de Schubert, veut lui aussi posséder une mèche de cheveux. Il en demande la permission à l'un des veilleurs, à qui il propose quelques florins. Celui-ci refuse tout d'abord gravement, mais le rejoint dans l'escalier quelques instants plus tard pour lui remettre contre pourboire, les cheveux demandés dans un morceau de papier. Franz en informe son frère, Félix, ainsi que d'autres admirateurs qui s'appliquent donc, au moment de leur visite, à ne pas oublier d'avoir quelques florins dans la poche. Personne ne saura au final combien le veilleur aura touché de ce curieux commerce. En tout cas, le petit Gerhard, après la mise en bière, aura vent de cette histoire. Il n'aura pas eu la mèche de cheveux qu'il désirait. En revanche, il gardera une reconnaissance durable pour le respect que son père pouvait avoir à l'endroit de son ami Beethoven, Breuning, page 107108, Rouge 2006, page 11. Un autre que Beethoven n'aurait certainement pas eu droit à de tels égards. On serait particulièrement surpris d'entendre quelqu'un évoquer l'Olympe, pour un quidam décédant au beau milieu d'un orage ou quelque commerce concernant les cheveux d'un mort. Aussi original a-t-il été de son vivant, c'est évidemment son œuvre qui fit de lui le géant immortel que l'on connaît.
Aussi n'y a-t-il rien de surprenant que l'héroïsation qui vient d'être repérée lors de ces derniers jours se retrouve de façon plus flagrante encore, lorsqu'il s'agit de sa musique. On la repère de façon exemplaire à propos de la 9e symphonie, où un schéma identique se présente, posant les choses sous le chef du contraste. Un triomphe encadré de désespoir, voilà la façon dont se présente la 9e dans les biographies. En 16, un triomphe à la limite de la faute politique. Nous sommes le 7 mai 1824. Le Kärtner Torsiateur est comble. Seule la loge de l'empereur est vide. Mais qu'importe, car Beethoven n'a d'attention que pour les tempi suivis par l'orchestre. L'interprétation de l'ouverture, ainsi que celle des 3 pièces de la Missa Solemnis autorisées par le ministre de la Police sont bien passées auprès du public. Schupanzai, premier violon, est à la hauteur ainsi qu'Umlauf qui dirige l'ensemble. Assurément, Beethoven jure un peu dans le tableau. Il porte sa sempiternelle redingote vert bouteille, et on peut le voir assis, un peu en retrait, derrière Umlauf, en suivant attentivement la partition tout en jetant régulièrement un œil sur l'orchestre et le chœur. Surtout, il est poignant de le voir complètement indifférent aux interruptions enthousiastes au 2e mouvement de la symphonie. Ce n'est que lorsqu'Umlauf l'invite à se retourner qu'il est possible de voir son visage défait par une émotion mêlée de surprise. La symphonie s'achève sur ces terribles 4 notes qui rappellent évidemment le motif d'une autre. Les hurlements de la foule, les vivas, les bravos se déchaînent mais semblent le laisser de marbre. Il faut l'intervention de la cantatrice Unger pour qu'il se retourne enfin pour contempler le triomphe de sa 9e. Visiblement ému, Beethoven s'incline longuement. Les applaudissements, furieux, ne s'arrêtent pas, et l'envoyé de la police doit intervenir pour imposer difficilement le silence et réfréner l'enthousiasme délirant. Peur d'une émeute ? Non. Mais on ne saurait tolérer un triomphe qui dépasse les acclamations attendues pour l'empereur, fût-il absent. Page 116. Cela n'est pas sans rappeler quelque chose. Cette scène triomphale à propos de l'exécution de la 9e symphonie fait écho à celle des obsèques de Beethoven. On retrouve la foule, le théâtre est plein, et surtout on retrouve un échec à l'empereur. En vérité, le concert fut d'autant plus impérial que l'empereur n'y était pas. On retrouve également une première forme du contraste propre à l'héroïsation à l'endroit d'un pauvre Beethoven, qui semble presque étranger à une scène qui pourtant le comble d'honneur. Même la couleur de la redingote renforce le décalage. Assurément, ce concert du 7 mai suffisait en soi pour assurer l'apothéose du musicien. Il n'y a pas de tempête. Beethoven ne lève le bras que pour appuyer un tempo, mais il est déjà porté à l'immortalité. Résigné au verdict sans appel du destin qui l'a rendu sourd, ce concert lui décerne les lauriers d'un héros unanimement applaudi et vénéré. L'hymne à la joie est peut-être tenu comme le chant de la fraternité. Mais ce soir-là, il consacre la gloire d'un seul. Imaginez la fureur des applaudissements si vous en doutez. Mais il y eut un avant et un après à ce concert. En 17, le concert n'aura pas lieu. Le concert doit avoir lieu dans quelques jours et ce n'est pas la joie. Un désaccord tout à fait pratique oppose Beethoven à ses proches. Le compositeur exige que le concert ait lieu dans un théâtre où l'entrée est plus chère, ce qui augmentera forcément les bénéfices. Mais le théâtre impose en retour que ce soit les chefs d'orchestre attitrés qui dirigent. Or Beethoven veut que ce soit Umlauf. Dialogue de sourds. Le maître demande trop et il faut le lui faire entendre. Facile à dire, avec son fichu caractère. Lichnowsky, Schindler et Schupanzai lui tendent un piège. Ils se rencontrent comme par hasard, à son domicile, apportant chacun un argument allant à l'encontre des volontés de Beethoven. Avec une telle sommation d'arguments, la raison reviendra bien chez le compositeur. Mais celui-ci qui n'est pas un imbécile, s'aperçoit du stratagème et les expulse violemment de chez lui. Je méprise la fausseté. Ne venez plus me voir. Le concert n'aura pas lieu. Fort heureusement, les compères connaissent ses excès et ils parviennent un peu plus tard à lui faire accepter un contrat écrit précisant la somme qu'il devra toucher à l'issue du concert. Cependant, les calculs réalisés dans ce contrat ne prirent pas en considération la décision du ministre de la Police qui refusa catégoriquement la moindre augmentation des billets d'entrée. Ludwig, pages 274 à 275. En
18. Vous m'avez trompé. Le concert a été un triomphe. Ceux qui ont eu la chance d'y participer ne pourront oublier. Assurément, l'ouverture interprétée au début du concert portait bien son nom de consécration. C'est celle de Beethoven qui, avec cette 9e symphonie, qui devait être tout d'abord une symphonie à la gloire de l'Allemagne en plus de marquer un point décisif contre l'italianisme rossinien galopant, retrouve la gloire qui restait discrète depuis quelques années. Du théâtre dont il reste le souvenir des applaudissements, nous passons à une brasserie avoisinante. Là, les esprits sont moroses. Les comptes sont en effet bien en deçà des espoirs. La salle était comble peut-être, mais l'aristocratie, ses bons payeurs n'y étaient pas. La somme que Beethoven attendait est dérisoire. Elle est bien en deçà en tout cas de ce qui avait été établi dans le contrat amical avec ses proches. Le repas a un goût d'amertume. Chacun tente, vaille que vaille, de souligner le succès de la soirée ou de faire diversion en parlant d'autre chose. Rien ne soulage le poids de plomb qui s'abat sur les convives. Soudain, après un long silence, Beethoven éclate et accuse Schindler, Schupanzai et les autres de l'avoir trompé. Il en vient même à insinuer que certains, autour de la table, savent mieux que quiconque où est passé l'argent. Trop, c'est trop. Les accusés quittent la brasserie, et Beethoven, à peine surpris, trouvant même peut-être dans ce départ confiance. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.